bonsoir à toutes et tous. Je suis Justine Barlouis, responsable de la Silver Economy au Gérontopole des Pays de la Loire. Et j'ai le plaisir ce soir de vous souhaiter la bienvenue sur cette seconde édition des soirées du Gérontopole. Des soirées qui, pour rappel, ont pour objectif à la fois de fédérer les acteurs du bien vieillir que vous êtes, vous faire monter en compétences, développer vos connaissances sur des sujets prégnants, mais aussi ces soirées, elles ont pour objectif de faire émerger de nouvelles réflexions collectives et collaboratives dans le but d'améliorer la qualité de vie des seniors et des aidants. Le Gérontopole, bien évidemment, organise et anime d'autres événements dont certains sont ouverts à tous et je me suis permise de vous les indiquer vraiment en tout début de PowerPoint. Simplement, à titre d'information, le 1er décembre, on organise une rencontre dédicace à l'occasion du nouveau livre du professeur Gilles Berru et de la députée Audrey Dufeu-Schubert. Un livre qui se nomme Le vieillissement à la croisée des projets. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Le 1er décembre également, une initiation au Gérontopole des Pays de la Loire pour les adhérents. Une initiation qui vise vraiment à apprendre à mieux se connaître pour mieux collaborer ensemble. Le 2 décembre, comme à notre habitude chaque mois, le prochain café des adhérents du Gérontopole qui sera cette fois-ci animé par le CHU de Nantes. Le 7 décembre, la dernière table ronde dans le cadre de l'étude sur le bénévolat des aînés en Pays de la Loire. Il s'agit là d'une étude qui a été élaborée par le Gérontopole des Pays de la Loire et qui a été permis grâce au soutien financier de Malakoff Humanis. Le 13-14 décembre, pour vous rappeler que le Festival Silver Echo est de retour. Le Festival Silver Echo, c'est vraiment un événement qui est ouvert à tous les acteurs de la Silver Economy, les acteurs du bien vieillir. Et il y aura notamment un forum, des tables rondes, des rendez-vous d'affaires, un jury sur les innovations, etc. C'est plutôt chouette et ça se déroule au Palais des Festivals de Cannes. On croise les doigts pour que ce soit maintenu. Le 15 décembre, à ne pas manquer, une soirée organisée par l'équipe recherche du Gérontopole et l'ARS sur les besoins en solutions robotiques en gériatrie et en gérontologie. Et pour finir, vous la connaissez très certainement, le 16 décembre, on organise une nouvelle session de formation. Tout savoir sur la géronto, la formation du Gérontopole d'une journée avec un programme ambitieux, en effet, pour que vous sachiez tout sur la gérontologie, notamment en Pays de la Loire. Quoi qu'il en soit, je vous remets l'ensemble des liens dans la partie conversation et je vous invite à consulter notre site internet là où se trouvent tous les éléments. Alors, hop, j'essaie de vous mettre les liens. Ça charge. Tac. Tac, tac, tac. Pour assurer, c'est bon. Pour assurer le confort de tous sur cette visioconférence et au vu du nombre d'inscrits que vous êtes, j'en profite d'ailleurs pour vous remercier vivement de votre participation et pour l'intérêt que vous portez à nos événements. Je vous inviterai à couper votre micro et votre caméra pour cette première partie d'événement, pour les personnes qui n'interviennent pas. Et pour finir sur l'aspect logistique, je vous informe que cette conférence est enregistrée dans l'objectif tout simplement de pouvoir diffuser au plus grand nombre les connaissances du professeur Gérard François Dumont, qui va vous présenter de 17h30 à 18h15 l'impact de la crise sanitaire sur la démographie de notre pays. Puis dans un second temps, de 18h30 à 19h15, il est proposé à nos adhérents de se connecter sur le second lien qui vous a été envoyé afin de poser vos questions et participer au temps d'échange avec nos interlocuteurs de ce soir. Nos interlocuteurs dont je tiens vivement à remercier, à savoir le professeur Gérard François Dumont, qui est professeur à la Sorbonne et président de la revue Population et Avenir, et Michael Blanchet, docteur en géographie sociale et chercheur au Gérontopole des Pays de la Loire, qui nous fait le plaisir d'animer la séance de ce soir. Messieurs, c'est à vous. Merci Justine pour la présentation, tout simplement. Avant de vous laisser la parole, professeur, c'était avec plaisir, entre guillemets, à titre personnel, que j'interviens pour vous dire tout le plaisir qu'on a à vous avoir aujourd'hui avec nous, là, pendant cette heure et demie, pour différentes raisons. Tout d'abord, premier point, parce que c'est par rapport à l'ensemble de vos travaux empirique qui, par rapport à la démographie, votre suivi depuis plusieurs décennies, qui permet justement de mettre en relief toutes ces dynamiques et pas uniquement liées au vieillissement. Et l'ensemble de ces dynamiques démographiques sont extrêmement utiles
en recherche, mais pas uniquement. Et c'est tout l'intérêt aussi, c'est le second point sur lequel je voulais insister, c'est comment, en tant que chercheur, en tant que professeur, en l'occurrence pour vous, comment on transfère, on est capable, à travers différents canaux, de transmettre du savoir à différents acteurs. Et c'est, à mon avis, toute entre guillemets, la plus-value de cette présentation de soir pour justement voilà, transférer toutes ces connaissances et vraiment avoir des lunettes assez fines sur cette période, tous ces éléments structurants pré-Covid et toutes ces hypothèses et ces tendances qui pointent le bout du nez depuis quelques mois, une ou deux années. Et c'est, à mon avis, là-dessus, je pense que voilà, ça va être extrêmement fécond de ce qu'on a vu. En tout cas, moi, j'ai pu regarder le PowerPoint en amont. Je veux pas non plus faire de teasing. Euh, donc, il y a beaucoup de choses fécondes. Et bon, je veux vous laisser la parole. Et puis, on va ensuite, pendant trois quarts d'heure, et puis ensuite, pendant les trois quarts d'heure restants, la seconde partie, on pourra échanger. Je pourrais modestement, en appui, comme vous voulez, hein, appuyer sur, vous poser quelques questions et puis appuyer sur certaines notions aussi. Donc, je vous laisse la parole et puis à tout à l'heure. Bien, écoutez, merci de votre accueil. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir m'adresser à tous ceux qui participent à cette réunion organisée par le Gérontopole. Et puis, j'ai presque envie de répondre déjà à une question que vous avez posée dans votre aimable présentation, puisque vous avez souligné en fait l'importance non pas de participer à l'amélioration de la connaissance, mais aussi tout faire pour que les progrès dans la connaissance, que l'on peut arriver grâce à un travail de recherche à mettre en évidence, comment faire pour les partager. La connaissance ne vaut que si elle est partagée. Or, à cet égard, depuis effectivement quelque temps, moi je reste toujours attaché, même si je n'arrive pas, vous allez le voir, à le suivre parfaitement, à la formule du grand écrivain français Anatole France, qui avait expliqué les trois règles de la langue française. Première règle, être simple. Deuxième règle, être simple. Troisième règle, être simple. Donc, j'essaie autant que possible de redonner une formulation simple à des problèmes compliqués pour pouvoir les partager et mieux répondre aussi aux questions. Alors, ce soir, donc, la question que vous avez bien voulu que je traite concerne l'évolution démographique en France face à cet événement qu'est la Covid-19. Et il s'agit de se demander s'il s'agit ou non d'une rupture. Pour cela, il convient de rappeler le sens du mot rupture tel qu'il est prévu et tel qu'il est reconnu dans tous les travaux de prospective. Tout travail de prospective se fonde d'abord sur une bonne connaissance du présent et des dynamiques en cours dans le présent. Et puis, lorsqu'on veut réfléchir au futur, on va être conduit à distinguer deux types d'événements, ce qu'on appelle en prospective les tendances lourdes. Bon, la formule les tendances lourdes n'est pas d'une clarté parfaite, mais c'est celle qui est généralement employée, c'est-à-dire que sera le futur s'il est simplement la continuation des dynamiques en cours que l'on a pu révéler grâce aux travaux réalisés. Et deuxième type d'évolution future, eh bien, ce sont les ruptures, c'est-à-dire les modifications qui interviennent par rapport aux tendances lourdes, ce qui vient donc modifier une évolution que l'on avait considérée conforme à ce que l'on pouvait imaginer au moment où l'on fait cette prospective. Donc la question est de savoir si la Covid-19 est une véritable rupture. J'avoue que pour ceux qui ont la bonté de suivre mes travaux, ils connaissent la réponse, puisque en fait, c'est dès le mois de mars 2020 que j'ai considéré à l'analyse que cette pandémie n'allait pas être conjoncturelle, que cette pandémie n'allait pas être une parenthèse,
dans nos évolutions et notamment dans une évolution démographique, mais qu'il s'agissait effectivement d'une rupture, comme j'essaierai de vous le montrer, par rapport aux évolutions démographiques que la France connaissait avant que cette pandémie se répande sur notre pays. Et donc, pour comprendre ce phénomène de rupture, il est nécessaire, dans une première partie, de préciser quel était le contexte des dynamiques démographiques avant la survenue de cette pandémie. Et dans une seconde partie, nous montrerons les éléments de rupture et nous commencerons à évoquer quelques éléments de prospective pour comprendre les changements apportés par cette rupture, tant de façon générale pour la population de la France, mais aussi à des échelles géographiques plus fines grâce à des résultats indirects, faute de résultats directs, comme je l'exposerai tout à l'heure. Alors, pour commencer, je vous propose tout simplement de regarder un graphique sur lequel vous allez avoir trois courbes. En rose ou rouge, selon vos écrans, vous avez en haut le nombre de naissances en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En noir ou bleu, selon vos écrans, vous avez ensuite le nombre de décès en France depuis cette même période. Et en vert, le solde naturel. Le solde naturel est donc la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès. Je vous propose de commencer par le nombre de décès. Vous voyez une évolution tout à fait remarquable, puisque de 1946 jusqu'au milieu des années 2010, donc en réalité pendant en gros 70 ans, le nombre de décès est pratiquement le même, c'est-à-dire que le nombre de décès se situe dans une fourchette semblable, alors que pourtant, la population de la France a considérablement augmenté pendant cette période. Et donc, ce nombre de décès, il faut s'interroger pour comprendre pourquoi il s'est trouvé contenu pendant cette période postérieure à la Seconde Guerre mondiale, alors qu'on aurait pu imaginer qu'il aurait augmenté. Et d'ailleurs, la plupart des projections démographiques faites dans les années 60 considéraient que le nombre de décès allait augmenter dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90. Alors que, comme vous le voyez, il n'y a pas eu d'augmentation, même s'il y a des variations selon les années. Alors, des variations dues notamment à l'intensité plus ou moins grande des épidémies de grippe. Et puis, vous apercevez sans doute la grande variation qui est intervenue en 2003 avec l'effet de la canicule. Vous voyez donc cette baisse, cette augmentation du nombre de décès liés à la canicule en 2003, que l'on voit très nettement sur ce graphique. Je vous rappelle que cela a représenté 15 000 morts supplémentaires liés à la canicule. Mais en même temps, regardez les résultats de l'année suivant la canicule, c'est-à-dire de l'année 2004, et là, vous voyez une baisse considérable du nombre de décès. Pour une raison bien simple, c'est que les décès liés à la canicule sont souvent des décès prématurés. Et donc, comme on dit comme on pourrait dire dans le titre d'un film de James Bond, on ne meurt pas deux fois. Hein. Donc, les personnes qui sont décédées prématurément à cause de la canicule, ben, évidemment, elles ne sont pas décédées à nouveau en 2004. Et donc, vous voyez en 2004 cette baisse des décès. Et donc ensuite, en 2005, un niveau de décès semblable à 2002. Donc on revient, si vous voulez, à la norme antérieure. Mais donc il importe d'essayer de comprendre cette très faible fourchette du nombre de décès. Et pour cela, donc, je vous propose de regarder le graphique suivant qui concerne l'espérance de vie à la naissance en France. C'est une figure tout à fait extraordinaire et nous avons la chance, grâce aux travaux statistiques conduits depuis 2 siècles, de connaître l'espérance de vie en France, vous voyez, depuis 1806, donc depuis aujourd'hui, plus de 2 siècles. J'ai donc représenté sur cette courbe, donc en rose, l'espérance de vie des femmes et en bleu, l'espérance de vie des hommes.
la première remarque que vous voyez qui est évidente, c'est cette extraordinaire croissance de l'espérance de vie depuis 2 siècles, liée aux progrès médicaux, aux progrès pharmaceutiques, aux progrès sanitaires, liée à l'amélioration des systèmes d'assainissement et liée à l'ensemble des progrès techniques qui ont amélioré aussi la santé des populations, sans oublier des comportements de prévention sanitaire qui se sont également améliorés. Et donc, pour bien comprendre cette courbe, je vous propose de nous pencher sur quelques petites périodes. La première période que vous voyez, c'est après 1806. Vous voyez l'espérance de vie des femmes en rose, donc est supérieure à celle des hommes, tout simplement parce que la notion d'espérance de vie, c'est une notion transverse, que nous appelons transversale. C'est-à-dire que nous calculons chaque année l'espérance de vie des personnes qui naissent cette année-là, si tout au long de leur existence, il y a les mêmes conditions de mortalité que l'année de leur naissance. Pourquoi nous faisons ainsi? Parce que s'il fallait connaître la réalité de l'espérance de vie des générations, c'est-à-dire des gens nés une année donnée, il faudrait attendre plus d'1 siècle et nous ne serions plus là pour pouvoir mesurer cet espoir d'espérance de vie. Bon. Donc vous voyez très bien pour la période après 1806 une baisse d'espérance de vie considérable des hommes. Eh bien, ce sont les guerres napoléoniennes qui ont entraîné cette surmortalité. Et vous voyez, bien entendu, je saute 1 siècle, la baisse d'espérance de vie liée à la guerre 14-18 qui touche là aussi tout particulièrement les hommes, puis ensuite la baisse d'espérance de vie liée à la guerre 39-45. Mais grosso modo, vous voyez ce passage d'une espérance de vie qui est en moyenne de 35 ans au début du 19e siècle à une espérance de vie qui, pour les femmes, dépasse 85 ans à la fin de cette période. Donc, s'il y a eu, et nous pouvons revenir à la figure antérieure sur la courbe des décès, s'il vous plaît, si nous avons eu donc sur cette figure, vous voyez une quasi-stabilité, enfin une fourchette très étroite du nombre de décès, c'est parce que, effectivement, parallèlement à ce phénomène d'augmentation de la population, eh bien, nous avons une diminution de l'espérance de vie et donc une diminution des taux de mortalité des personnes âgées, tout particulièrement à partir des années 1970. Parce qu'il importe de préciser que la hausse de l'espérance de vie des personnes âgées, elle s'effectue à compter des années 1970, c'est-à-dire à compter de cette période où la médecine, mais aussi l'industrie pharmaceutique, eh bien, peut enfin, si je puis dire, s'occuper des personnes âgées. C'est-à-dire, avant les années 70, la priorité, c'est de s'occuper des enfants, des adolescents, c'est-à-dire, en fait, de faire diminuer la mortalité infantile, mortalité des enfants avant de 1 an, et la mortalité des enfants et des adolescents. À partir des années 70, comme on a presque vaincu, si je puis dire, la mortalité infantile, même si malheureusement elle n'est quand même pas à 0, mais elle a baissé de 99% par rapport au début du 19e siècle, on peut s'y adonner. Et donc vous voyez qu'en fait l'effet de l'évolution de la pyramide des âges, avec l'arrivée des générations plus nombreuses à l'âge âgé, ne commence à être significatif que dans ces toutes dernières années. Et donc le nombre de décès n'a véritablement augmenté, en gros, que vous voyez depuis 2014-2015. Il a fallu attendre effectivement cette période pour que l'augmentation du nombre de personnes âgées, la gérotocroissance, nous y reviendrons, entraîne une augmentation significative de la mortalité. Examinons maintenant donc la courbe des naissances qui est en rouge ou en rose selon vos écrans. Et donc il importe, je vous propose de regarder, de revenir si vous voulez sur le graphique précédent qui montre à la fois les naissances et les décès. C'est le graphique encore un petit peu avant, s'il vous plaît. Le graphique numéro, donc le graphique numéro 4, voilà, c'est ça.
Donc, qu'est-ce que l'on constate dans l'évolution de cette courbe? Eh bien, l'on constate essentiellement une rupture significative dans le nombre de naissances, c'est-à-dire que nous avons, vous voyez, une période d'une trentaine d'années qui correspondent aux 30 glorieuses de Jean Fourastier, pendant laquelle chaque année il y a plus de 800 000 naissances en France. Alors, cette période se termine dans les années 70 avec cette baisse du nombre de naissances que vous voyez dans les années 1970. Et ensuite, nous avons donc des évolutions que nous allons expliquer par la suite, extrêmement significatives, à la hausse ou à la baisse selon les années, jusque donc à notre période la plus proche, qui montre effectivement une baisse du nombre de naissances, donc dans la partie droite de la courbe qui se trouve en rose. Alors, bien entendu, l'évolution de la fécondité et donc cette rupture dans la fécondité qu'il y a eu dans les années 70 est un phénomène qu'on ne peut pas relier à une seule cause. La fécondité est évidemment un facteur plurifactoriel, cela va de soi. Néanmoins, il importe de noter que parmi ces facteurs, les phénomènes politiques ont une importance significative. Et donc, je vous propose pour cela de regarder la planche de la page numéro 6, qui concerne en fait, voilà, très bien, la planche numéro 6, la fécondité de la France, donc depuis les années 70. Et vous voyez effectivement des évolutions significatives avec des périodes de hausse de la fécondité, de baisse de la fécondité. Et clairement, lorsqu'on étudie ces évolutions, eh bien, on le constate qu'elles ne sont pas le fait du hasard. Et qu'en fait, la politique familiale n'est pas une politique neutre, la politique économique non plus, la politique sociale non plus, et que chaque fois que vous avez une hausse, une baisse significative de la fécondité, eh bien, cela a été la suite de changements dans la politique familiale qui ont eu des effets négatifs ou positifs. Par exemple, je ne sais pas si vous apercevez le petit 2 qui se trouve écrit au début de cette courbe, avec cette hausse de la fécondité à la fin des années 1970, qui est liée effectivement à un certain nombre de décisions qui sont prises pour faciliter l'accueil essentiellement des enfants de rang 3 et plus. Donc, il faut insister sur le fait que la fécondité est un phénomène qui, parmi tous ces facteurs, qu'ils soient culturels, puisque les facteurs culturels sont bien mis en évidence par une carte que je ne vais pas vous montrer parce que je ne veux pas vous saturer de documents, qui montre les différences significatives de fécondité selon les départements français. Et par exemple, parmi les départements français qui traditionnellement ont une fécondité plus élevée que la moyenne, eh bien, vous avez la Mayenne, c'est-à-dire un département qui est proche de vous, et peut-être que certains de ceux qui nous écoutent là en ce moment sont en Mayenne, alors qu'un département comme la Creuse, depuis 2 siècles, a une fécondité qui est beaucoup plus faible que la moyenne. Donc, vous voyez qu'il y a ainsi des comportements qui perdurent, même si la fécondité de la moyenne a diminué, comme la fécondité de la France, elle reste supérieure à la moyenne de la France de façon significative. Donc, à côté de ces facteurs qui peuvent s'exercer, il importe de noter aussi le jeu des décisions politiques, jeu qui est effectivement significatif. Alors, dans ce contexte, eh bien, revenons donc au schéma de la planche numéro 4, s'il vous plaît, qui montre le solde naturel en vert, qui est donc la 3e courbe en bas. Eh bien, vous voyez que finalement, cette 3e courbe en bas, eh bien, elle est presque corrélée à la courbe de natalité. Ce qui est logique, puisque le nombre de décès a été quasiment stable, enfin dans une fourchette étroite. Donc finalement, eh bien, le solde naturel, c'est-à-dire l'excédent des naissances sur les décès, eh bien, il a suivi pratiquement pendant toute cette période l'évolution du nombre des naissances.
Et donc, ce sol naturel, il connaît une rupture au milieu des années 70, de même que la fécondité. Donc, voici ces évolutions qui sont extrêmement importantes à comprendre. Et dans le cadre de ces évolutions, il convient en particulier de bien approfondir la question du vieillissement de la population. Et pour cela, donc, je vous propose d'aller voir la planche numéro 7 qui met en évidence le vieillissement de la population de la France. C'est cette planche où vous avez en haut deux courbes, la courbe donc des moins de 20 ans en vert et en bas le rapport de vieillissement, c'est-à-dire en fait la courbe du pourcentage des 65 ans ou plus. Donc clairement, vous voyez donc que la population de la France passe par une période depuis la Seconde Guerre mondiale pendant laquelle le pourcentage des jeunes de moins de 20 ans augmente, c'est la période du renouveau démographique d'après-guerre, et depuis, nous avons une diminution presque continue du pourcentage des moins de 20 ans. Concernant les personnes âgées, eh bien, en revanche, l'évolution n'est pas continue. Bien sûr, il y a en moyenne une hausse du pourcentage des personnes âgées, mais il est clair que nous avons une baisse du pourcentage des personnes âgées au cœur au tournant, je dirais, des années 1980, tout simplement parce que arrive à 65 ans dans cette période les générations extrêmement peu nombreuses nées pendant la guerre 14-18, et donc c'est l'occasion de rappeler combien la démographie s'inscrit dans la longue durée, et puis c'est cette courbe au tournant des années 80 est l'héritage d'événements démographiques qui se sont produits de nombreuses décennies auparavant. Et donc c'est ce phénomène donc, du vieillissement de la population. Je vous rappelle que le vieillissement de la population, et nous pouvons passer à la planche 8, et signifie l'augmentation de la proportion des personnes âgées. Donc comme le montre la planche 8, il est important de noter que tant à l'échelle de la France qu'à l'échelle des Pays de la Loire, qu'à l'échelle d'un département des Pays de la Loire, qu'à l'échelle d'une communauté de communes, qu'à l'échelle même d'une commune, qu'à l'échelle d'un quartier, d'une ville comme Nantes, eh bien, la mesure du vieillissement est toujours la combinaison de 4 évolutions différentes. La première, c'est l'héritage des évolutions passées. C'est-à-dire que, bien entendu, les gens qui arrivent à l'âge de 65 ans sur un territoire donné, eh bien, c'est simplement l'avancée en âge de personnes qui y habitaient déjà. Deuxième élément, l'évolution de la natalité sur ce territoire. Troisième élément, le système migratoire qui peut conduire soit à vieillir la population, soit au contraire à la rajeunir, et nous verrons quelques exemples tout à l'heure. Et puis bien sûr la longévité accrue des personnes âgées, c'est-à-dire l'augmentation de l'espérance de vie des personnes âgées. Donc c'est en considérant donc, ces 4 éléments. Alors sur le premier élément, je vous ai remis là pour mémoire, et sur la planche numéro 9, la pyramide des âges de la France, au 1er janvier 2021, donc nous sommes à la planche numéro 9. Donc vous voyez tout de suite 2 caractéristiques, sans entrer dans les détails. Donc la première caractéristique, c'est la profonde inégalité pour les personnes âgées en matière de pyramide des âges, puisque vous voyez en haut de la pyramide des âges que les barres roses, c'est-à-dire le nombre de personnes de sexe féminin, est beaucoup plus élevé que les barres bleues, c'est-à-dire le nombre de personnes de sexe masculin. Et en ce qui concerne les centenaires, on est dans un rapport environ de 4 femmes pour 1 homme. Donc ça, c'est la très grande inégalité, mais qui est la conséquence de ce que nous avons vu précédemment, c'est-à-dire une espérance de vie supérieure des femmes par rapport aux hommes. Donc c'est la première caractéristique fondamentale de cette pyramide des âges, mais la seconde, c'est cette fameuse avancée en âge que j'évoquais tout à l'heure, et donc vous regardez
au tiers de cette pyramide des âges, et vous voyez donc les générations du renouveau démographique qui sont en train d'avancer en âge et en train d'entraîner une gérontocroissance significative. Et donc, vous constaterez notamment l'importance de cette gérontocroissance à venir dans la mesure où les générations les plus nombreuses sur cette pyramide des âges sont des gens qui aujourd'hui ont autour de 50 ans. Hein, et les personnes qui en France sont autour de 50 ans sont par exemple plus nombreuses que les enfants de moins d'1 an. Donc c'est le regard sur ce vieillissement qui m'a conduit, et je vous propose de regarder la planche numéro 10 maintenant, à la nécessité de mettre en évidence un nouveau concept qui est le concept de gérontocroissance. J'ai tout simplement constaté que le rythme d'évolution du vieillissement de la population, c'est-à-dire du pourcentage de personnes âgées dans la population, et le rythme d'évolution du nombre de personnes âgées n'est pas le même. Pour cela, je vous propose de vous concentrer simplement sur la partie de ce graphique où j'ai écrit effet 39-45. Hein. Vous voyez donc aux 2/3 du graphique. Eh bien, vous constaterez donc que dans cette période qui correspond au début du XXIe siècle, nous avons une évolution totalement différente puisque nous avons une stabilité du vieillissement de la population, c'est-à-dire qu'en fait le pourcentage des personnes âgées dans la population de la France stagne pendant 5 ans, il ne varie pas, alors que dans la même période, courbe bleue, eh bien, il y a une augmentation des effectifs de 60 ans ou plus. Et donc, nous avons ainsi mis en évidence que nous avons bien 2 phénomènes qui peuvent se produire sur un territoire, du vieillissement et de la gérontocroissance, et que ces 2 phénomènes n'ont pas nécessairement la même intensité. Et donc, nous avons ainsi 4 possibilités. J'en arrive désormais à la planche numéro 11. Nous avons sur un territoire donné, comme les Pays de la Loire, 4 possibilités d'évolution du vieillissement et de la gérontocroissance. Soit nous avons sur un territoire à la fois un vieillissement, donc une augmentation du pourcentage des personnes âgées, une gérontocroissance, c'est-à-dire une augmentation du nombre de personnes âgées, soit à l'opposé, à une période donnée, eh bien, nous pouvons avoir sur un territoire à la fois une diminution du vieillissement, donc en fait un rajeunissement de la population, parce que la part de personnes âgées diminue, et une gérontodécroissance, c'est-à-dire une diminution du nombre de personnes âgées. Et bien sûr, il y a 2 types suivants à mettre en évidence, c'est-à-dire celui de territoire où nous avons à la fois un rajeunissement tout en ayant une gérontocroissance, ou au contraire, toujours à une période donnée, des territoires qui connaissent un vieillissement, mais qui en même temps, pourtant, connaissent une gérontodécroissance. Donc, vous voyez toute l'importance de distinguer ces 2 phénomènes, et c'est vrai que c'est toujours un peu regrettable que souvent, quand on emploie le mot vieillissement, c'est un peu un mot valise qui recouvre en réalité des réalités fort différentes. Donc, si je regarde donc, la gérontocroissance, et j'arrive à la planche suivante pour la période 2012-2017, une carte réalisée par Michael Blanchet, je l'en remercie, eh bien, vous voyez bien que la diversité du phénomène de gérontocroissance selon les territoires pour la période considérée. Le premier constat, ce sont sans doute les territoires qui sont en orange sur la carte, c'est-à-dire des territoires dont le nombre de personnes âgées a diminué pendant cette période 2012-2017. Il s'agit souvent de territoires ruraux qui en fait avaient connu une forte émigration rurale 60 ans, 65 ans auparavant, et donc il en résulte en fait des générations de personnes arrivant à un âge avancé moins nombreuses que dans les périodes précédentes. À l'inverse, et sans entrer dans le détail de cette carte,
je vous invite à regarder les côtes bretonnes de la Manche, les côtes de l'Atlantique, et donc vous voyez au contraire là des territoires en bleu foncé, c'est-à-dire des territoires dont la gérontocroissance, dont l'augmentation des personnes âgées a été particulièrement importante. Et évidemment, cette gérontocroissance particulièrement importante, il faut la relier au phénomène migratoire, et donc notamment à ces personnes qui, arrivées à l'âge de la retraite, eh bien, ont envie de vivre près du littoral, et donc vont aller habiter au Sable d'Olonne, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à Arcachon, pour prendre quelques exemples, ou bien autour du golfe du Morbihan. Donc cette carte met bien en évidence l'importance des mouvements migratoires dans la gérontocroissance. Donc voilà un petit peu donc les évolutions, et nous arrivons donc à notre seconde partie, telle qu'elle se déroulait avant la pandémie Covid-19, et il s'agit désormais de bien comprendre ce qui s'est passé depuis. Et pour cela, donc, je vous propose d'examiner la planche numéro 14. Sur cette planche numéro 14, nous avons en fait les mêmes informations que précédemment dans la première planche, c'est-à-dire que vous avez en haut, mais alors là c'est en bleu et pas en rouge, ça c'est des problèmes d'informatique qui changent les couleurs automatiquement, on ne sait pas pourquoi. Donc je vous invite à regarder la courbe du haut. La courbe du haut, c'est donc le nombre des naissances depuis le début du XXIe siècle. Et au bout de cette courbe, à droite de cette courbe du haut, vous avez, alors chez moi c'est en orange, je crois que c'est en orange chez vous, la projection démographique moyenne telle qu'avait été effectuée, c'est-à-dire le nombre de naissances qui était envisagé selon ce que j'ai appelé tout à l'heure les tendances lourdes. Deuxième courbe en bleu foncé, le nombre des décès. Et cette courbe donc est prolongée jusqu'à l'année 2060 par la projection du nombre de décès, projection réalisée selon les tendances lourdes. Et enfin, la troisième courbe en bas, c'est le solde naturel. Ce solde naturel en vert est donc représenté depuis le début du XXIe siècle. Et vous avez donc à partir de nos années une prolongation en vert qui correspond au solde naturel des tendances lourdes. Et donc cette courbe met bien en évidence, me semble-t-il, la rupture liée à la pandémie. Nous avons donc trois ruptures significatives. Si je reprends la courbe du haut, donc celle des naissances, eh bien vous voyez que le nombre de naissances a nettement baissé par rapport à ce qui avait été envisagé dans les tendances lourdes. Alors ceci est bien sûr lié à des causes politiques, à des causes économiques et à des causes sociologiques. La cause politique, nous l'avons évoqué tout à l'heure, ce sont les évolutions de politique familiale, les projets notamment de mesures permettant de mieux faciliter conciliation familiale et de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle ont été largement non mis en œuvre comme cela avait été prévu. Et vous avez bien sûr l'effet de la pandémie. Et là, j'ai toujours été surpris parce que vous vous rappelez que en 2020, le nombre de médias qui vous expliquaient qu'à cause de la pandémie et du confinement, comme les gens étaient coincés chez eux, eh bien, les couples allaient en profiter pour avoir davantage d'enfants. Dès le début, j'ai expliqué que ce n'est pas ce qui allait se passer et que nous avons d'ailleurs une expérience historique en la matière parce que lorsqu'il y a eu les fameuses grandes pannes d'électricité, notamment à New York, les journalistes aussi avaient dit il y a une grande panne d'électricité à New York, les gens vont plus savoir quoi faire, ils vont plus pouvoir regarder la télévision puisqu'il n'y a pas d'électricité, et donc ils vont peut-être s'adonner à d'autres activités pouvant avoir des effets sur la fécondité. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, bien entendu.
Donc là, c'est exactement la même chose. En réalité, le confinement a suscité des interrogations. Alors, je ne dis pas que peut-être que pour certains couples, ça a été l'occasion de réfléchir à son cheminement de vie et éventuellement d'envisager d'agrandir la famille. Pour d'autres couples, le confinement a peut-être été aussi une occasion de tension qui n'ont pas été de nature à pouvoir avoir des effets positifs sur la fécondité. Mais surtout, se sont ajoutées évidemment des causes économiques et sociologiques, c'est-à-dire que l'année 2020 a été quand même caractérisée par de fortes inquiétudes sur l'évolution de l'économie, et donc dans l'incertitude en réalité, un certain nombre peut-être de projets de fécondité ont été retardés. Et puis, bien sûr, il y a les causes sociologiques, c'est-à-dire avec le confinement et l'ensemble des mesures prises, la fermeture des lieux de sociabilité a signifié beaucoup moins de rencontres et beaucoup moins de mise en couple que ce qui serait arrivé s'il n'y avait pas eu la pandémie. Le résultat, vous voyez, c'est cette première rupture qui est donc la baisse du nombre de naissances depuis la pandémie. Concernant les décès, vous arrivez peut-être à bien voir la courbe de décès. Vous voyez donc l'augmentation du nombre de décès liés à la pandémie par rapport à la tendance lourde, même si pour l'année antérieure, il y avait un tout petit peu moins de décès que les tendances lourdes, parce qu'en fait, l'espérance de vie s'était améliorée mieux qu'on pouvait le penser en 2019. Donc clairement, évidemment, la pandémie a entraîné un nombre de décès supplémentaires. Bon, on considère que c'est 45 000 décès supplémentaires en 2020, même si la pandémie, c'est sans doute davantage de décès. Et du coup, évidemment, une baisse du sol naturel, comme on n'a jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, avec un niveau extrêmement bas. Donc là, il s'agit de la courbe verte. Donc, vous voyez, il s'agit effectivement. Alors, pourquoi il s'agit d'une rupture? Eh bien, tout simplement parce que même à supposer que la natalité et la mortalité retrouvent en 2022 les évolutions telles qu'on les connaissait avant la pandémie, il n'empêche que la rupture liée à la pandémie aura des effets à long terme, parce que les événements démographiques des années 2020 et 2021 marquent pour plus d'un siècle la pyramide des âges. Et donc on modifie la pyramide des âges de façon significative, et bien entendu, par exemple, la baisse de la natalité supérieure à la tendance lourde, enfin, oui, supérieure à ce que prévoyait la tendance lourde, cela signifie 25 ans plus tard, un nombre de femmes en âge de procréer moins nombreuses que s'il n'y avait pas eu la pandémie. Donc il s'agit bien inévitablement d'une rupture par rapport à ce qui avait été envisagé, et une rupture qui va s'inscrire, on le sait aujourd'hui, au moins sur 2 années. Néanmoins, il importe de préciser que cette rupture signifie aussi une rupture dans la mobilité. On sait en effet ce qu'est le développement du télétravail, on sait qu'un certain nombre de Français ont déménagé, considérant qu'il fallait qu'ils profitent de cette pandémie pour trouver des conditions de vie plus agréables. Mais la difficulté que nous avons en France, c'est que nous sommes parmi les rares pays européens qui ne disposent pas de registres municipaux de population. Autrement dit, dans la plupart des pays européens, quand vous déménagez de Nantes à Laval, lorsque vous arrivez à Laval, vous allez à la mairie pour dire, voilà, maintenant, je n'habite plus à Nantes, j'habite à Laval. Voilà. Et donc, Laval tient un registre de population qui permet de connaître les migrations internes à tout moment. Dans notre système français, vous savez que les migrations internes ne sont connues qu'à travers les enquêtes de recensement, et avec un retard très important,
et un retard et une fiabilité qui ne va pas augmenter, puisque vous savez que les enquêtes de recensement de l'année 2021, à cause de la pandémie, ont été supprimées. Donc, l'INSEE ne pourra nous livrer des chiffres de migration interne que dans plusieurs années. Donc, j'ai réfléchi sur comment pourrait-on, à part ce que nous disent les notaires, ce que nous disent les agents immobiliers, comment pourrait-on avoir un élément indirect de mesure des mobilités liées à la pandémie? Et pour cela, je vous propose de regarder la planche numéro 15, qui représente donc la carte de France, et plus précisément l'évolution du nombre de naissances dans les départements français entre janvier et juillet 2020 et janvier et juillet 2021. Donc l'on compare les 7 premiers mois de 2021 aux 7 premiers mois de 2020. Globalement, le nombre de naissances en France pendant cette période a diminué de 2%. Or, ce que l'on constate sur cette carte, c'est qu'il existe un certain nombre de départements où le nombre de naissances a augmenté. Il s'agit, vous voyez par exemple, de la Creuse, vous voyez ici les Côtes-d'Armor, vous voyez ici la Lozère, vous voyez le Lot, et donc vous constatez que dans un certain nombre de départements à dominante rurale, on a connu une hausse du nombre de naissances alors que la moyenne nationale a baissé de 2%. En revanche, pratiquement dans tous les départements qui ont des métropoles, alors pas tous exactement, mais dans la majorité des départements qui ont des métropoles, on a bien eu une baisse des naissances et parfois une baisse des naissances significative. Donc on peut se poser deux questions. Pourquoi une hausse des naissances dans ces départements ruraux? Deux hypothèses possibles. Première hypothèse, un certain nombre de couples qui avaient peut-être envisagé d'aller habiter dans des grandes villes, de chercher un emploi dans des grandes villes, se sont dit, bien écoutez, avec la pandémie, finalement, on vit très bien dans le monde rural, la qualité de vie est meilleure, et tant pis si on a peut-être des revenus moindres, mais on annule la migration qu'on avait envisagée vers une grande ville. Deuxième hypothèse possible, eh bien, un certain nombre de Français, notamment avec le développement du télétravail, eh bien, ont décidé d'aller habiter dans des territoires ruraux, y ont trouvé un logement plus spacieux, plus grand, et ont considéré que cela rendait possible pour eux d'agrandir leur famille. Donc, vous voyez que la rupture que j'évoquais tout à l'heure est peut-être aussi une rupture géographique dans la mesure où c'est peut-être une recomposition de la géographie du peuplement de la France qui est en train de s'opérer. Alors, en conclusion, parce que je ne dois pas quand même dépasser le temps prévu, je vous propose donc trois réflexions qui ne sont simplement que la suite de ce que nous avons essayé de voir depuis le début de cet entretien. D'abord, il faut insister sur la dimension de cette triple rupture, à la fois donc dans la natalité, dans la mortalité et bien entendu dans le sol naturel. Il faut insister sur néanmoins la très grande variété des effets de cette rupture selon les territoires, notamment sous l'effet des mobilités nouvelles ou des non-mobilités liées effectivement à la pandémie. Et enfin, il faut insister sur le fait que, quoi qu'il en soit, et j'insiste même à supposer que cette pandémie s'arrête demain matin, les effets qu'elle a déjà engendrés sur la dynamique démographique de la France sont des effets qui s'exerceront sur le moyen et sur le long terme. Voilà, je vous remercie de votre écoute et j'espère que vous avez pu ainsi comprendre la nécessité
d'utiliser les outils démographiques pour mieux apporter de la connaissance et de la compréhension à l'évolution des territoires français.